Bonjour à tous, merci de finir de vous installer, merci d'être venus si nombreux, c'est un plaisir de se retrouver sur cet espace conférence cet après-midi, cette édition 2025 du CEFIA Rennes et vous le savez, le rendez-vous incontournable de l'industrie agroalimentaire, une offre d'exposants, c'est un salon qui met en lumière des solutions dans une large diversité de domaines, des procédés, des emballages, des équipements, des ingrédients et puis la sécurité des aliments, c'est l'une des nouveautés de cette édition 2025 avec un nouveau hall 12 situé juste à côté de cet espace conférence. Et puis en écho, pour accompagner cette évolution, une session de conférence dédiée à la sécurité des aliments. Le thème, c'est vous donner les clés pour éviter les crises, le fruit de deux constats. Tout d'abord, les rappels produits restent à un niveau élevé en France. Quel est le constat précis? Quelles évolutions? Comment les interpréter? Le magazine Process Alimentaire vient de lancer l'Observatoire des rappels produits et s'efforcera de répondre à ces questions. Second constat, des rappels produits aux crises. Évidemment, il y a un grand pas, le plus grand possible, on l'espère, mais lorsque la crise intervient, les conséquences économiques, juridiques et en termes d'image peuvent être désastreuses, sans oublier bien évidemment les conséquences sur la santé des consommateurs. Alors, comment anticiper les crises? Quelles sont les bonnes méthodes, les bonnes postures à adopter? Élément de réponse avec une avocate spécialisée en droit de la sécurité alimentaire et avec un spécialiste de la gestion de la communication de crise, le cabinet d'avocats Selex Salim et la société spécialisée dans la communication de crise, c'est Nitidis. Et puis, l'enjeu du CEFIA, vous le savez, c'est de mettre en lumière des solutions innovantes ou du moins des approches qui vont vous conduire à améliorer la maîtrise du risque sanitaire. Et c'est pour cela que nous donnerons la parole à des experts de haut niveau avec trois séquences, une approche collaborative menée par Biomérieux, Mérieux Nutriscience et Quercia afin de minimiser le risque Listeria. Et puis, une technologie développée par l'Adria pour régler un problème récurrent de contamination par des levures. On est, vous l'avez compris avec les levures, dans l'altération. Au fond, les dégâts provoqués par les fleurs d'altération peuvent être aussi considérés à la hauteur d'une crise, tout du moins en termes d'image et puis de conséquences économiques. Et puis, Eurofins, avec son approche SOS Analyse, une approche qui consiste à développer, identifier des solutions adaptées à des problématiques, soit inédites, en tout cas de façon ouverte. Et puis nous conclurons cet après-midi avec une prise de parole d'un représentant du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux pour effectivement mettre en lumière au fond et tirer les enseignements de ce que l'on aura pu dire cet après-midi et vous inviter à développer une approche la plus globale possible. Voilà, c'est un programme riche, on va rentrer dans le concret et pour ce faire, j'ai le plaisir d'appeler Stéphanie Perrault, elle est rédactrice en chef adjointe du magazine Process Alimentaire, vous pouvez l'applaudir. Merci à vous pour faire le bilan des rappels produits 2024. Merci Stéphanie de vous installer. Alors, Process Alimentaire, c'est un magazine mensuel, c'est un site web, Uninews et puis des événements récurrents dédiés aux professionnels de l'agroalimentaire. Ce média édité par HelloPress vient de lancer l'Observatoire des rappels produits en janvier. C'est une offre qui répond à l'attente de veille, qui s'appuie sur des données qui sont publiques, que l'on connaît, un rappel Conso et puis le réseau européen RASF, mais effectivement il y a un travail d'exploitation et de et de mise en lumière et d'analyse qui est fait, n'est-ce pas Stéphanie? Ça. Alors, en même temps, je vais tester le micro, c'est formidable, ça fonctionne. Et tout fonctionne, parfait. On peut y aller, Stéphanie. Premiers éléments sur 2024, qu'est-ce qu'on peut dire de façon déjà macro sur les rappels produits? Alors sur 2024, je vais faire, quand je traite ce genre d'exercice de faire un bilan des rappels, j'aime bien mettre
plein de gros chiffres sur une diapo avec pas d'autres informations par ailleurs. Donc, au niveau de rappel conso, donc les fiches de rappel qui ont été publiées sur la plateforme française, en 2024, il y en a eu 2101. Au niveau européen, donc sur la plateforme RASFF, il y a eu 5364 notifications. Alors, je tiens juste à préciser, pour rappel, que sur Rappel Conso, une fiche, ça ne veut pas dire un produit. Ça peut être une famille, ça peut être plusieurs références. Donc, ça crée un biais dans l'analyse, mais un biais qui est homogène sur l'ensemble des rappels. Et donc, on part de ce constat pour l'ensemble de l'analyse. Donc, si on revient sur 2024 et qu'on fait une rapide moyenne, ça veut dire qu'en France, il y a 5 à 6 fiches de rappel qui sont publiées et en Europe, 14 à 15 chaque jour. Par jour, ouais. Chaque jour. Si on fait une comparaison par rapport à 2023, en 2023, en France, il y a eu 2025 rappels. Donc au final, il y a une petite augmentation de 4%. Et en Europe, il y a eu 4777 notifications. Donc là, on a une augmentation de 12%. Donc là, finalement, on se dit que bon, ça augmente, mais c'est pas si grave. Bon, globalement, ça reste des hausses. Et c'est là que, en fait, je me dis que c'est peut-être pas une si mauvaise nouvelle. C'est que le système d'alerte, dans l'ensemble, fonctionne. Exactement. Tendanciellement, on a effectivement une évolution à la hausse. Donc là, c'est vis-à-vis de 2023. Si on regardait plus loin dans le rétroviseur, la hausse serait encore plus significative. Mais avant effectivement de balayer tous les leviers d'analyse, un des premiers leviers, c'est de se dire que, eh bien, il y a aussi Rappel Conso qui a évolué récemment et qui se révèle être un système plus efficace qu'il n'était par le passé. Oui, Rappel Conso est arrivé à un moment où il y avait déjà eu pas mal de crises, d'affaires, voire de scandales. Alors j'ai essayé de faire ce petit exercice moi-même, des rappels, crises ou scandales qui m'ont marqué. Donc j'ai un âge certain, mais bon voilà, je suis remontée jusqu'à 2008 et la fraude au lait de consommation en Chine où des industriels avaient rajouté de la mélamine pour augmenter le taux apparent de protéines. Un peu plus tard, là j'étais déjà dans le monde du travail, en 2013, il y a eu la fameuse fraude à la viande de cheval, retrouvée dans des plats cuisinés. On remonte. En 2017, il y a eu l'affaire de Salmonella agona dans du lait infantile. Donc là, ça commence à être un petit peu plus tendu. Les consommateurs qui étaient déjà pas mal échaudés par les fraudes précédentes, là, ils ont été très marqués parce que ça concerne des bébés. Ensuite, en 2020-2021, il y a eu la crise à l'oxyde d'éthylène. Donc là, il y a eu des milliers de rappels. Mais c'était finalement aussi une bonne nouvelle parce que c'était en vertu du principe de précaution. Alors, il y a eu beaucoup de polémiques, c'est pas le moment de revenir dessus sur était-il nécessaire de rappeler autant de produits, mais toujours est-il que la position des autorités françaises était toujours ce principe de précaution. En 2022, alors là, ça commence à s'accélérer. Il y a eu 2 crises. Il y a eu une crise avec des Escherichia coli productrices de chigatoxine dans des pizzas surgelées. Et là encore, ça a touché des enfants avec des conséquences dramatiques. En avril 2022, donc là, on est à quelques semaines de Pâques. Ça ne pouvait pas mieux tomber. Il y a eu des Salmonella typhimurium dans des œufs au chocolat. Formidable. Donc ici encore, ça a touché des enfants, petits et grands, mais des enfants quand même. Et puis la dernière crise, alors c'est presque plus pour les initiés, mais en fait c'était l'Listeria monocytogenes dans des alternatives végétales au fromage. Et là en fait on s'est rendu compte que mais en fait la listeria c'est pas que dans les produits carnés. Donc tout ça a rajouté à une prise de conscience généralisée, à une crise de confiance aussi malheureusement du côté des consommateurs. Et finalement une hausse globale de la vigilance. Et c'est là qu'est né Rappel Conso pour rassembler toutes ces fiches de notification.
Alors effectivement, dans les crises mises en lumière, on voit qu'il y a un côté fraude et on va y revenir. Et puis peut-être si on prend sur comment dirais-je, sur les contaminations microbiologiques, Salmonella Agona en 2018 a effectivement fait évoluer la réglementation. Qu'est-ce qu'on peut dire justement sur le cadre qui a évolué au niveau effectivement des contaminants et des analyses? Alors, tout le monde a pris ces sujets à bras-le-corps du côté des autorités sanitaires, les législateurs, parfois même les instances judiciaires. Alors, il y a eu, j'ai ma petite liste, mais vous savez sûrement mieux que moi, il y a le règlement contaminant en avril 2023. Il y a aussi une nouvelle version du guide de gestion des alertes d'origine alimentaire en janvier 2023. Puis révision du critère sur Escherichia coli hautement pathogène en 2024. Dans ce cadre-là, l'accent avait été aussi mis sur les aliments prêts à manger et l'hystéria, toujours encore. Il y a aussi des montées en version des différents référentiels de sécurité des aliments, avec l'accent qui est mis sur le suivi de l'environnement de production, la gestion des allergènes. Donc là, on pense à IFS, BRCGS, FSSC 22000. Et quand je parle des législateurs et des autres autorités qui prennent ces sujets à bras-le-corps, on a encore eu la semaine dernière un texte qui est paru sur les PFAS, donc les substances per- et polyfluoroalkylées. Alors, même si dans une première version, les produits au contact des aliments étaient concernés, finalement, ils ne le sont pas, mais globalement, l'étau se resserre. Et puis on parle aussi des microplastiques, des traitements illégaux pour les eaux destinées à la consommation humaine, etc., etc. Globalement, il y a de plus en plus de molécules, de pathogènes à chercher. Donc fatalement, on trouve aussi plus de choses. Et aussi, finalement, pour rendre hommage et servir de teasing à la table ronde qui aura lieu tout à l'heure, les méthodes d'analyse progressent pour pouvoir détecter plus vite, plus précisément, et dans davantage de matrices alimentaires. Alors, fort de ce contexte, rentrons bien dans le détail des données que vous observez. Alors, on a observé effectivement un certain nombre de crises liées à des fraudes. Qu'en est-il ? Alors, pour ce qui est des fraudes, le réseau européen de coordination publie chaque mois un bilan des fraudes avérées et des suspicions de fraude qui sont publiées sur le réseau RASFF. Donc je me suis amusée, on peut dire ça, à faire un bilan sur l'année 2024. Et j'ai préparé 2 présentations de graphiques qui s'affichent, qui serviront aussi d'entrée en matière pour Benoît Assema qui reviendra, je crois, sur les fraudes un petit peu plus tard dans l'après-midi. Donc, ce qu'on constate, c'est que si on fait une moyenne, il y a 280 cas de fraude par mois, ce qui représente un tiers des notifications du RASFF par mois. Pour ce qui est des matrices qui sont le plus concernées, on va passer sur la diapo suivante. Hop, voilà. En premier, les fruits et légumes. En 2, les compléments alimentaires. Et en 3, les herbes et épices. Sachant que les fruits et légumes, s'ils sont en première place, c'est du fait de la présence de pesticides qui sont utilisés dans des pays tiers et qui sont pas utilisés ou pas autorisés en Europe. Et donc, on peut se dire que c'est une méconnaissance de la loi européenne ou de la fraude. Et on va revenir sur la France. Alors revenons sur... vous ayez des questions? Non, allons-y, continuons. Alors, sur les rappels produits. Alors, on revient sur la France. Et donc, comme Pierre le disait, nous avons lancé l'Observatoire des rappels produits. Et on est parti d'un travail sur la base de données qui est disponible sur le site officiel, Rappel Conso, et on a fait un travail de recatégorisation des motifs de rappel, puisque la personne qui signale le rappel a des champs qui sont libres, et si on veut pouvoir faire des analyses statistiques, il faut avoir un minimum d'homogénéité. Donc on a identifié 5 grandes familles, la microbiologie, les défauts de fabrication, de conditionnement ou de logistique, les corps étrangers, les contaminants, et puis le petit dernier, parce qu'on l'aime bien, autres. Sur
c'est là où on va passer. Hop, et puis on reviendra sur celle d'avant après. Sur les 12 derniers mois, les matrices alimentaires les plus fréquemment concernées par des rappels en France sont les viandes en premier, le lait et les produits laitiers, et en troisième, les produits de la pêche et de l'aquaculture. Donc là, on voit aussi que ces 3 catégories sont celles qui sont le plus sensibles aux contaminations d'ordre microbiologique. C'est la partie rouge des histogrammes. Voilà. Et donc si on revient sur mes fameuses 5 catégories, donc on a placé sur les différents mois de l'année. Alors là, je vous avouerai que je préfère attendre une année civile complète suivante pour essayer de dégager des tendances si en juin 2025, on aura aussi une petite baisse. Donc on a les données, on constate que globalement la microbiologie est toujours top des motifs de rappel, mais on attendra, on se reverra l'année prochaine. Si, maintenant, je vous ai fait un joli petit camembert. Donc c'est 2101 rappels sur 2024. Si on les représente tous sur un diagramme circulaire, eh bien oui. Donc la microbiologie est le premier motif de rappel avec 1159 rappels en 2024. Parmi les 3 pathogènes les plus recensés, on note Listeria monocytogenes, champion avec 731 fiches. Salmonella, donc là c'est toutes les salmonella, donc des fois les indications mettent que SPP ou sinon Typhimurium, Enteritidis, on a un joli panel avec 251 fiches et Escherichia coli, 112 rappels, dont 88 pour des steaks. Mais au-delà de ça, il y a aussi des pathogènes émergents ou qu'on voit de manière cyclique. C'est le cas des norovirus qu'on rencontre souvent en hiver sur les produits de la mer, les coquillages notamment. Il y a Staphylococcus aureus qui a eu 11 occurrences, Yersinia enterocolitica, c'était compliqué, 9. Ah oui, et puis il y en a un autre qui a fait grand bruit aussi par son nom qui fait très peur aux consommateurs lambda que nous ne sommes pas, mais la bactérie mangeuse de chair, Vibrio vulnificus. Il y a eu 7 occurrences au printemps dernier, il me semble. Les Clostridium, toujours. Les parasites, on arrive de temps en temps encore à avoir des vers anisakis. Bacillus cereus, et puis les virus, faut pas les oublier, ils sont là aussi, avec les hépatites A, E et influenza aviaire. Où encore récemment, il y a eu des précisions de l'ANSES sur le risque entre le risque de contamination, de passage de la barrière de l'espèce pour contaminer les humains et entre humains. Donc voilà, ça c'était pour la microbiologie. Et l'autre grande famille, ce sont les contaminants? L'autre grande famille, les deuxièmes, c'est les contaminants. Donc en 2024, pour les contaminants, on a comptabilisé 332 fiches de rappel, avec dans mon petit top 3, en premier, comme au niveau européen, en fait, les pesticides, toujours, y compris dans des produits bio. En 2, les mycotoxines et les alcaloïdes, avec 68 fiches. Et en 3e, des contaminants plus marqueurs d'altération de produits. Donc il y a l'histamine, qui est aussi un allergène, je sais, avec 47 occurrences, et ABVT, donc azote basique volatile total. Oui, on me fait signe que c'est bon. Avec 18 fiches. Et là aussi, il y a des émergents. On a régulièrement des résidus de médicaments vétérinaires. On a aussi toute une série de rappels liés à l'emballage, à la migration. Donc on a des bisphénols, il y a eu 20 fiches de rappel. Les MOSH-MOA, alors les hydrocarbures d'huile minérale. Et on a eu une fiche de rappel où il y avait juste marqué migration. Mais bon, ça veut dire ce que ça veut dire. Il y a eu une contamination liée à l'emballage. Et il y en a eu un aussi sur un PFAS. Alors, est-ce qu'on a le temps de passer à la 3e catégorie ou est-ce que je viens
après aux causes d'émergence qu'on a identifiées. Eh ben, allons-y sur les causes d'émergence. Les causes d'émergence, c'est parti. Principalement, ce qu'on peut identifier comme cause d'émergence, c'est le dérèglement climatique. Alors que ce soit pour les mycotoxines, bizarrement, quand il fait chaud et humide, les champignons, ils aiment bien. C'est favorable. Pour ce qui est de Vibrio vulnificus, c'est un peu pareil. C'est une bactérie qui aime bien l'eau chaude, donc plus l'eau chauffe, plus elles sont contentes. J'entendais récemment aussi l'OMS qui alertait sur une hausse de l'antibiorésistance des bactéries, y compris bactéries pathogènes, du fait du partage génétique entre les différentes souches. Et puis il y a tout ce qui est les nouveaux modes de consommation. Donc il y a la réglementation novel food. Il y a des aliments qui sont très à la mode, mais on n'a toujours pas les droits de les mettre dans des aliments. Par exemple le CBD, on n'a toujours pas le droit de le mettre dans des aliments qu'on mange. Il y a aussi les nouvelles habitudes liées aux emballages, au recyclage et au réemploi. Donc là, ça peut y avoir, ça peut être du côté chimique ou ça peut être du côté microbiologique. Et puis il y a une malheureusement contamination généralisée de l'environnement dehors. Donc c'est là qu'on revient sur les PFAS, sur les pesticides, sur l'eau, et puis avec tous ces phénomènes de bioaccumulation qui fait que quand ça arrive dans nos assiettes, c'est déjà moitié foutu pour nous. Alors Stéphanie, pour conclure cette présentation, vous nous avez présenté des diaporamas qui effectivement montrent la diversité des contaminants, mais quel est l'intérêt au fond de suivre les évolutions de ces rappels produits, et n'y a-t-il pas une précaution à prendre? Le sujet de cet après-midi, c'est la crise au fond. Comment on utilise au mieux cet indicateur pour justement prévenir la crise? Alors, comment on utilise au mieux cet indicateur? Déjà pour savoir ce qui se passe dans notre filière, pour identifier les analyses qu'on pourrait rajouter dans notre plan de maîtrise sanitaire, dans nos plans de contrôle. Et puis, voilà, c'est déjà pas mal. Et puis, bien savoir qu'un rappel, c'est pas une crise, heureusement ou malheureusement. La crise, c'est quand justement ce système d'alerte faillit. Oui. En tout cas, quand ce sont des crises collectives, comme ce fut le cas pour des contaminations telles à l'oxyde d'éthylène, en tout cas. Entendu, merci Stéphanie pour cette introduction. Ça permet de poser le décor. Vous pouvez l'applaudir, vous restez avec nous. Et nous poursuivons cette grande séquence introductive avec Nathalie Goutalang, que j'ai le plaisir d'appeler. Vous pouvez l'applaudir, elle aussi. Elle est avocate en droit de la sécurité alimentaire au sein du cabinet Lexalim. Un parcours riche de plusieurs compétences. Vous avez travaillé dans la production agroalimentaire. Vous avez été aussi inspectrice des services vétérinaires pendant 22 ans, notamment en abattoir, mais aussi dans des entrepôts de distribution. Donc la gestion de crise, vous l'avez vécu au fond de l'intérieur. Et vous avez eu des fonctions ensuite de soutien au sein des DPP. Et puis une reconversion. Vous êtes formée au droit, vous êtes devenue avocate, vous avez même remporté en 2019 un concours d'innovation en droit de la sécurité alimentaire, et au fond, quelque part, c'est vraiment une spécialité que vous avez creusée et que vous avez mis en lumière avec cette double compétence aujourd'hui, à la fois juridique et technique. Alors, Nathalie, justement, quelles préconisations pour anticiper les crises? Et puis, pendant la crise, on attend aussi quelques éléments pour la gérer avec le plus d'acuité possible. Merci. Alors justement, oui, j'ai pu exercer des activités en tant qu'inspecteur dans les services vétérinaires. Et pour la petite histoire, j'ai été recrutée, moi, justement, sur une vague de recrutement qui concernait la crise de la vache folle, qui n'a pas été citée tout à l'heure, mais qui a été une crise quand même importante
à ce moment-là, dans la fin des années 90. Complètement. C'est vrai qu'on n'est pas revenu jusque-là, mais les années 90, c'est la crise de l'ESB, et puis c'est les crises Listeria aussi dans les camemberts au lait cru. Et en fait, c'est bien la conjonction de ces crises qui ont aussi marqué les esprits. Et allez, si on fait des grands raccourcis, sont au fond à l'origine du paquet hygiène du début des années 2000. Complètement. Alors, comme ça a été dit très justement, la crise, effectivement, pour la définir, c'est pas simplement un rappel, c'est effectivement quand le système qu'on a mis en place, il est dépassé à un moment donné. Et donc, ça donne lieu à des choses qu'on ne sait pas forcément gérer sur le moment. Ça peut être parce qu'il y a une médiatisation qu'on n'attendait pas, mais pas toujours. Ça peut être aussi parce qu'en interne, il y a des choses qui se passent qu'on ne maîtrise pas et que vraiment, on est dans une situation inconnue ou en tout cas qu'on n'a pas pu anticiper. Ça, c'est la crise. Alors, mon rôle, c'est un petit peu un mauvais rôle, c'est de vous dire un petit peu les conséquences qui vont être négatives, hein, qu'on peut avoir d'un point de vue juridique et d'un point de vue économique. Mais je vais vous donner aussi des leviers pour anticiper et pour mettre en place des choses en amont. Et effectivement, il y a des choses à faire qui sont très concrètes, très pertinentes pour gérer les situations du mieux possible quand ça arrive. Alors, bon, tout d'abord, sur les conséquences juridiques, forcément, je vais vous parler de responsabilité. Et en France, en tout cas sur ce sujet-là, on peut identifier deux grands types de responsabilités qui sont très importantes. On parle de responsabilité pénale, ça c'est celle qui fait le plus peur dans un premier temps. C'est celle qui vise justement à mettre un individu. Alors ça peut être un individu, mais c'est aussi une personne morale dans certaines circonstances. En tout cas, c'est mettre une personne en face de ses responsabilités par rapport à la société, puisqu'il a commis des actes qu'on qualifie d'infraction, et on va lui demander d'en répondre devant la société. Ça va donner lieu à des conséquences qui sont des conséquences financières, bien sûr, puisque on va parler d'amende, et puis aussi des conséquences sur la vie, puisqu'on peut aussi parler de peine de prison. Là, vous voyez qui se sont affichées des petites bourses avec des sommes d'argent. Il y en a une qui est plus grosse que l'autre, tout simplement parce que quand on poursuit la personne morale, en fait, le montant des amendes maximales est multiplié par 5. Donc, dans les circonstances où, effectivement, on poursuit la personne morale, les amendes sont bien plus importantes. Et par contre, c'est la contrepartie aussi du fait que la personne morale ne risque pas de peine de prison. Mais il y a un autre système de responsabilité qui est aussi très important, et qui consiste, lui, à indemniser les victimes, s'il y en a. Parce que quand on commet des infractions, potentiellement, effectivement, il peut y avoir des victimes. Et quand on parle de microbiologie, ça arrive assez régulièrement. La responsabilité civile, en fait, elle consiste à indemniser la victime de l'ensemble de ses préjudices. Et là, ça va être indifféremment, en fonction de la personne morale, de la personne physique qui est poursuivie, ça va être une somme qui va correspondre clairement à ce que la victime a perdu, son préjudice. Elle n'est pas censée ni s'enrichir, ni s'appauvrir au terme de cette procédure. Donc ce sont deux systèmes de responsabilité qui sont très différents et qui sont consécutifs à une situation dans laquelle on a identifié des choses qui n'étaient pas conformes à ce qu'on attendait. Mais dans cette situation-là, on a aussi des choses qui vont se passer, puisqu'en fait ces infractions, à un moment donné, elles sont constatées pour pouvoir enclencher ces systèmes de responsabilité, en tout cas au niveau pénal, elles sont constatées par des inspecteurs. C'est là qu'on a donc les services de contrôle qui interviennent. Et on a un deuxième niveau de conséquences qui vont être plus sur l'activité de l'entreprise. Puisque là, on va parler de ce qu'on appelle la police administrative, qui consiste à poser des actes, en fait, prendre des décisions. Là, c'est l'administration qui prend des décisions. Et ces décisions ont pour vocation de faire du préventif et de protéger le consommateur. Donc, pour donner des exemples, ça va être tout simplement la fermeture de l'activité. Ça peut être des décisions plus ciblées comme l'interdiction de commercialisation d'un produit ou de plusieurs produits. Ça peut être une suspension ou un retrait d'agrément sanitaire. Donc, on va restreindre l'activité sur un domaine particulier. Et puis après, ce sont des exemples. On peut avoir aussi l'administration qui prend la main. Alors là, on parlait des rappels de produits. Si l'entreprise montre qu'elle ne gère pas suffisamment la situation, alors l'administration prend des mesures, prend la main et impose par exemple un retrait-rappel plus étendu. C'est aussi un acte de police administrative. Une fois qu'on a identifié ça, en fait, on n'a pas tout dit sur les conséquences, puisque en réalité, pour l'entreprise,
on a aussi une action et un impact qui peut être possible à long terme. Pourquoi je dis ça? Parce que, alors, dans les actions de l'administration, il y a quelque chose qui est assez nouveau. C'est le fait de communiquer les décisions de l'administration dans certains dossiers, communiquer sur les réseaux sociaux, communiquer dans les médias. Et ça, à mon sens, c'est aussi ce qu'on appelle une décision de police administrative à part entière, en tout cas dans les cas où ça a un impact important pour l'entreprise. En tout cas, bon, ça, on peut en discuter, hein, on peut être critique sur la question ou pas. Mais est-ce qu'on peut dire qu'au fond, allez, l'expression anglaise name and shame est peut-être appropriée, mais de plus en plus, en tout cas, ce levier médiatique est utilisé. Oui, c'est une expression complètement appropriée. Et en tout cas, bon, c'est vrai qu'on est un petit peu à cheval, on sort un peu de la police administrative, pourtant ça pourrait prendre la forme de police administrative. Le problème, c'est qu'on pourrait difficilement justifier que dans cette situation, on vient protéger le consommateur. En fait, c'est comme si, enfin, on peut vraiment légitimement se dire c'est une double punition. Bon, en tout cas, ça a pour effet d'avoir un impact médiatique qui peut être à long terme. Et ça, il faut vraiment l'anticiper, puisque quand on a une entreprise qui a une fermeture, par exemple, administrative, l'impact, il est immédiat sur le chiffre d'affaires, mais quand ça s'est su et quand il y a eu une forme de lynchage médiatique, l'impact sur le chiffre d'affaires, il est à long terme. Potentiellement 1 an, 2 ans, 3 ans plus tard, on n'a pas retrouvé son chiffre d'affaires initial et on en subit toujours les conséquences. Donc ça, il faut le savoir. Mais ça va plus loin que ça encore, puisque cet impact-là, c'est un impact business aussi. Sur les relations d'affaires, il y a forcément une perte de confiance et des contrats qui se défont, des déréférencements possibles, etc. Donc ça, on n'a pas de mal à l'imaginer. Un autre effet qui, par contre, est peut-être moins intuitif, c'est l'impact sur le RH. Puisque dans ces situations-là, on le voit hein, dans les situations de crise, on a des personnels, des salariés qui peuvent être très perturbés parce que le nom de leur entreprise est sali dans les médias ou parce qu'ils ont des situations qu'ils ont subies dans leur quotidien qui ne sont pas des situations qu'ils attendent dans le quotidien d'un salarié. Ça peut être une audition libre parce qu'on est responsable qualité ou même simple salarié dans l'entreprise et puis on subit une forme d'interrogatoire, ce qui peut être très perturbant. Donc ça, c'est des choses qu'on doit préparer. Alors, quelques petits leviers justement pour anticiper tout ça et en tout cas s'y préparer au mieux. Le premier, j'allais dire, c'est vraiment de faire un audit de son risque dans l'entreprise. Quand je parle d'audit du risque pénal, je cible sur le pénal, mais en fait c'est le risque pénal, civil et sur l'impact business. Auditer son risque, en fait, c'est vraiment cartographier ce qui se passe dans l'entreprise. Comment l'entreprise est construite, comment elle est organisée. Qui sont les dirigeants? Est-ce qu'on a des mandataires sociaux, mais est-ce qu'on a aussi des délégations de pouvoir qui ont été mises en place? Comment sont répartis les rôles, clairement, en interne, donc entre les dirigeants, justement, ceux qui ont réellement un rôle de dirigeant, et les salariés. Et notamment, il y a le rôle du responsable qualité qui est très important et qui est très souvent mal défini. Son positionnement dans l'entreprise, son positionnement dans l'organigramme, mais aussi son positionnement juridique, il doit être étudié et élucidé bien en amont d'une crise. Parce que c'est pas quand on est en audition libre qu'on doit expliquer qui décide quand il y a une alerte. Est-ce que c'est le responsable qualité, est-ce que c'est le dirigeant de l'entreprise, qu'il faut se poser ces questions-là. Donc on travaille en amont sur les fiches de poste, sur la potentielle délégation de pouvoir du responsable qualité. C'est une question qui est très épineuse, mais qui doit se poser en tout cas. Et ça, c'est vraiment propre au fonctionnement de chaque entreprise. Ensuite, on va mettre en place toutes les instructions qui sont nécessaires pour que ça fonctionne bien. Ça, si je le dis justement dans cet ordre-là, c'est pas un hasard, c'est que on a une jurisprudence, notamment de la Cour de cassation, qui arrive en 2017, c'est le 31 octobre 2017 de mémoire, qui nous dit bien qu'en fait, la responsabilité de la personne morale peut être retenue en retenant celle du dirigeant si celui-ci n'a pas mis en place les instructions nécessaires pour gérer le risque. Pour la petite histoire, c'était sur une plateforme pétrolière, un accident qui donne lieu à un décès. Et en fait, c'est lié à une défaillance d'une machine pour laquelle aucune instruction n'avait été mise en place
pour qu'il n'y ait pas ce type de défaillance. Ça, on peut l'appliquer totalement au milieu agroalimentaire, et notamment avec la notion de plan de maîtrise sanitaire, d'une part, qui doit vraiment organiser la façon dont on gère le risque alimentaire dans toutes ses composantes, bonnes pratiques d'hygiène, mais aussi suivi de toutes les étapes identifiées critiques, et également sur l'analyse de danger, puisque l'analyse de danger doit vraiment recenser tout ce qui existe en termes de danger. Et du coup, je rebondis sur l'intérêt de suivre les rappels, puisque en fait, l'identification de rappels fréquents dans un domaine nouveau doit nous conduire potentiellement à réviser l'analyse de danger qu'on avait faite et qu'on ne doit pas tenir pour acquise au fil des années, alors qu'il y a des choses qui se passent et qui nous permettent de dire, voilà, là on a un risque qui nous concerne, enfin un danger plutôt, du coup, qui nous concerne et qu'on doit intégrer dans notre analyse de danger parce qu'on est concerné. Le plan d'autocontrôle aussi doit permettre de répondre à ce qui a été identifié dans l'analyse de danger, et il doit intégrer aussi tout ce qui est nouvelle technique d'analyse pour qu'on puisse dire à tout moment, on a mis en place tout ce qu'il fallait pour maîtriser le risque alimentaire à notre niveau. Si l'incident arrive, ben c'est simplement qu'on n'aura pas eu de chance, mais il n'y a aucune défaillance qui peut être identifiée à notre niveau. En cas d'anomalie, on doit être à même aussi de réagir rapidement, efficacement, et on doit être capable de le prouver. Ça, c'est aussi une décision de la Cour de cassation, mais cette fois c'est en 2016, qui nous amène à dire que oui, quand il y a des anomalies, même si on a un dirigeant qui est éloigné du site, si on a des anomalies qui sont décelées, le dirigeant en est informé. S'il ne réagit pas et qu'il n'est pas capable de démontrer qu'il a mis en place les actions correctives nécessaires, sa responsabilité est engagée, et par ricochet celle de la personne morale. Puisque la responsabilité pénale de la personne morale, on l'actionne si on peut identifier des infractions, mais commises par un organe qui a même de représenter l'entreprise et pour son compte. C'est dans le code pénal. Donc, en cas d'anomalie, on réagit, et on réagit pas seulement sur le terrain. On trace ce qu'on fait pour être capable de démontrer qu'on a réagi. Et qu'on a mis en place, évidemment, les mesures correctives pour que ça ne se reproduise pas. Et enfin, dernier levier, le levier des contrats. C'est très, très important d'anticiper sur ces relations, que ce soit avec les clients, avec les fournisseurs, avec les prestataires, les labos, qu'est-ce qui est défini, qui fait quoi. Exemple tout simple, hein, on a un bulletin d'analyse qui arrive, qui doit évaluer la situation pour savoir si le non-conforme, il est dangereux. Est-ce que c'est le labo, auquel cas c'est une réelle prestation qui doit être valorisée, ou est-ce que c'est en interne qu'on le fait, mais ça doit être prévu. Les contrats, c'est aussi les contrats des salariés, où on va identifier qui fait quoi, on va insérer aussi des clauses potentiellement qui montrent que appliquer les consignes du plan de maîtrise sanitaire, c'est une obligation. En tout cas, on va utiliser tous ces leviers-là pour répartir les rôles. Dans les contrats, on peut aussi actionner certains leviers qu'on retrouve dans le guide de gestion des alertes, notamment sur les problématiques de notification, puisque peut-être que ça ne vous a pas échappé, mais dans le guide de gestion des alertes, on nous suggère à un moment donné qu'on peut convenir par contrat que la notification est faite par l'un ou par l'autre des partenaires. Et ça, c'est très important, parce qu'en termes de responsabilité, quand une notification n'est pas faite, il faut savoir qui était censé la faire. En tout cas, une fois que tous ces leviers sont actionnés, on a parlé d'organisation interne de l'entreprise, mais ça ne suffit pas, il faut se préparer aux situations de crise. Et on s'y prépare par la formation en amont. Le moment venu, s'il y a une situation qui nous dépasse, c'est là, on est dans la gestion de crise. On se fait coacher. On est peut-être dans une situation où, à un moment donné, les émotions peuvent prendre le dessus, donc on se fait accompagner. Et ça, dès que possible. Sur 2 sujets en particulier, la gestion des alertes, parce que c'est vraiment un sujet sensible et qui donne lieu à beaucoup de contentieux, de plus en plus au pénal. Donc il faut savoir comment on gère les alertes, et il faut savoir comment réagir quand il y a un différend, par exemple dans l'entreprise, pour décider si oui ou non on fait un retrait-rappel de produit. Sur quoi portent les différences si on essaye de donner quelques exemples, justement?
Les différences? Les différents que vous évoquez qui sont portés au contentieux. Alors, beaucoup de contentieux pénal sur l'absence de notification lors d'une détection dans un produit de Listeria monocytogenes, par exemple. Ou alors sur un rappel qui aurait porté sur un nombre insuffisant de lots de produits, alors que l'administration considérerait que le rappel aurait dû être plus étendu. Ensuite, sur la gestion des alertes, on a aussi du contentieux commercial, quand on se partage le préjudice suite à une alerte. Et dernier point de formation à anticiper, formation ou coaching, c'est sur l'audition libre, puisque c'est quelque chose, ça fait partie des nouveaux pouvoirs, on peut dire encore, des services de contrôle, que de faire des auditions libres. C'est-à-dire d'auditionner quelqu'un qui est soupçonné d'avoir commis des infractions. Et ça, c'est quelque chose qui peut être très mal vécu si on n'est pas préparé, pas formé en amont, puisqu'on se retrouve dans une situation où on a vraiment l'impression d'être comme dans une garde à vue, et que ça peut se passer dans des circonstances dramatiques et conduire à vraiment des situations personnelles compliquées. J'ai eu le cas, j'ai pu observer dans des situations dans lesquelles la personne qui est en audition libre pendant 6 heures, elle est en arrêt de travail le lendemain et elle est en arrêt de travail toujours 6 mois plus tard, quoi. Donc ça, on le prépare. Voilà. Donc juste pour conclure, les conséquences de la crise, on les prépare en actionnant des leviers aussi bien techniques, ça vous savez faire, et juridiques, pour pouvoir anticiper au mieux tout ça. Merci Nathalie, vous pouvez l'applaudir pour cette présentation. Vous restez avec moi. On a compris que lors d'une crise, eh bien, il y a un trio qui est en action, l'entreprise, son dirigeant le plus souvent, le juriste et puis l'expert en communication. Alors, quelle stratégie de communication adopter? J'ai le plaisir d'appeler Laurent Vibert, dirigeant de Nitidis. Vous pouvez l'applaudir. Bienvenue Laurent. Vous avez créé Nitidis en 2011 avec effectivement une expérience en tant que directeur de la communication, porte-parole des pompiers de Paris. Vous avez conseillé bien les pouvoirs publics sur différents sujets, notamment dans le domaine de la gestion opérationnelle et tout comme dans le domaine de la communication de crise lors d'événements et de crises majeures. Vous avez pu vous former en communication des entreprises et des institutions, et notamment vous avez fait une formation au centre de formation des journalistes. Alors vous avez, voyez-vous, une vision à 360 sur ce sujet, et donc la question c'est que sur ces dossiers sensibles, il y a une posture à adopter. Bien, merci, bonjour à toutes et à tous. J'ai presque envie de dire, j'ai pas besoin d'intervenir parce que Nathalie a tout dit. Il faut anticiper, il faut se former, il faut jouer, donc il faut se contrôler. Et puis surtout, peut-être une notion qui est fondamentale aussi, que je vais peut-être approfondir, c'est faire du retour d'expérience. Et mon expérience justement sur la gestion des crises, c'est qu'on a tendance à classer verticalement le dossier crise, c'est-à-dire à le mettre dans la broyeuse et à oublier et à ne pas optimiser ces dispositifs. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très important. Mais il y a en effet sur le volet de la communication quelque chose qui est fondamental, c'est que les crises ont évolué parce que l'accompagnement, et notamment l'accompagnement médiatique et les réseaux sociaux, ont bouleversé en l'espace d'une vingtaine d'années cette chambre d'écho. Là où on avait encore une semaine pour réagir dans un hebdomadaire, maintenant il vous reste 10 secondes. Je caricature, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il faut arriver à mettre en place une activité ou une action de communication sensée, analysée, et qui doit porter ses fruits en matière de communication accompagnant un événement. Alors c'était bien dit aussi tout à l'heure, tout rappel produit n'est pas une crise. Mais potentiellement, il peut le devenir, et on le sait que cette viralité sur les réseaux sociaux, y compris sur ce que j'appelle les crises exogènes, c'est-à-dire que vous n'avez pas dans vos rétroviseurs, ce qu'on appelle les rétroviseurs de crise, il faut essayer de voir les angles morts de votre dispositif. Pour beaucoup, avec qui je suis amené à travailler, des grandes marques, des grands noms, des grands groupes, ils sont bordés quasiment, ils cochent toutes les cases. Sauf qu'au moment de la crise, il y a cette prise de décision dans ce qu'on appelle des zones d'incertitude. Vous ne savez pas quoi faire à 100%. Et pour autant, alors le juriste et l'avocat ou l'avocate a un code, mais le code de la communication de crise, il n'existe pas. Et que vous êtes victime en fait d'un système.
Avec quelque chose qui est très important aussi dans ces angles morts, c'est que définir, comme ça a été dit par Nathalie tout à l'heure, les responsabilités. En matière de communication, on a, et je le vois beaucoup dans des boards qui sont en communication de crise, dans ces fameuses cellules de crise que vous avez peut-être déjà investies, la communication est, en règle générale, pas l'élément moteur. C'est la prod, c'est la qualité. C'est peut-être le marketing à un moment donné, et la com, on lui dit, bah, écoute, tu fais au mieux. Toi, tu sais faire, c'est ton métier. Avec des équipes qui sont souvent réduites et qui n'ont pas non plus les pleins pouvoirs en matière de communication et qui sont souvent dans l'attente d'informations vérifiées, doublement, voire triplement vérifiées, et peut-être aussi sur la prise de décision du dirigeant à ce moment-là en matière de communication. Il va falloir donc, au sein des dispositifs, essayer d'avoir une transversalité le plus possible et de laisser la communication, certes, travailler, mais aussi l'alimenter, au bon sens du terme. Et quand je vois ces émergences de crise, notamment exogènes, j'ai eu le cas, je tairai le nom de l'entreprise, mais en Bretagne, qui a été bousculé par une ONG qui lui avait dit dans des mails au mois de juillet, au mois d'août, il y a quelques années, on a surpris peut-être des bateaux de pêche qui travaillent pour vous, qui travailleraient avec des Ouïghours en travail forcé sur des bateaux chinois. Au fin fond du Finistère, tu te dis, ouais, ils sont gentils, j'ai autre chose à faire. Et on met un petit peu de côté ces mails. Et puis, à la rentrée, c'est un mail du Monde qui demande aux dirigeants d'apporter des réponses sur le travail d'enquête qui a été fait par l'ONG américaine. Et là, on tire le signal d'alarme, on appuie sur le bouton rouge, ça commence peut-être à être sérieux. C'est ça l'angle mort aussi. C'est être vigilant, être presque déjà en activité, en effervescence intellectuelle, de se dire ça peut muter en crise. Et faire une analyse, on fait des SWOT, ça vous parle, hein, force, faiblesse, menace et opportunité, d'une situation par rapport à sa possible médiatisation et aux retentissements internes qui ont été tout à l'heure traduits. Et le journaliste du Monde, quand on sniffe un peu, puisqu'on avait été retenu pour les accompagner, on se rend compte que c'est un prix Pulitzer en diplomatie journalistique, qu'il est spécialiste de l'Asie, spécialiste de la Chine et spécialiste des Ouïghours. Autant vous dire que le pire des profils qui pouvaient être définis. Et ça n'a pas loupé. Il a fallu répondre. Mais répondre comme les grandes marques, les gros clients, ou comme l'entreprise qui doit se défendre, c'est-à-dire fixer tout simplement un objectif en matière de communication. Quels sont mes besoins? Je dois protéger ma marque. Comment? En matière de communication, je dois agir. Et vous voyez bien que vous sortez, là aussi, de la listeria connue, vous sortez de ce qu'on sait faire. Et c'est ça, la crise, il faut essayer d'aller au-delà de la crise. Et alors, comment on discrimine ce qui fait crise dans un monde vibrillonnant tel que vous l'avez évoqué? Alors, j'ai tendance à dire, on n'a pas de boule de cristal, mais il y a plusieurs ressorts. La crise, au même titre que le droit, doit être spécialisée. La communication associée à la crise doit être aussi spécialisée. Ça ne peut pas être une agence j'allais dire généraliste qui vous fait des logos, qui vous fait une charte graphique ou qui vous vend vos produits ou vous aide à les vendre, qui va pouvoir apporter une plus-value en matière d'analyse de crise. Donc il faut des cerveaux, j'allais dire, habitués à la crise et à la communication associée à la crise. La com de crise, en fait, c'est tout simplement l'accompagnement tant en com interne, et j'y reviendrai, qu'en com externe, de ce qui se passe concrètement au sein de votre entreprise. Et en même temps, il faut que vous puissiez préserver vos brevets, que vous puissiez préserver vos chiffres d'affaires, vos gains, etc. Donc il y a plein d'interdits. Et puis il y a le droit qui vous encadre. Et ce mix de communication, c'est arriver à essayer de mettre en place un apport qui va protéger vos éléments le plus possible. C'est tout simplement limiter l'impact de la crise sur votre structure. Et en même temps, vous faites partie d'un écosystème. Vous n'êtes pas seul. Vous êtes, pour les professionnels, affiliés à des syndicats, à des fédérations, à des corpos. C'est aussi travailler à plusieurs en cellule de crise. C'est pas facile, puisqu'on a du mal à sortir de son écosystème.
Et puis, je fais le relais, mais comment justement avoir des clés et des méthodologies en matière de communication. Alors c'est un peu comme pour le droit, je fais un copier-coller de ce que tu as dit Nathalie, mais c'est d'avoir des process, de les mettre à jour, de savoir qui fait quoi, d'avoir aussi de l'antériorité sur les crises, les siennes, d'avoir des crisis folders, par exemple, au sein de l'entreprise, puisqu'il y a des dirigeants qui partent, il y a des cadres qui arrivent, la vie bouge au sein de l'entreprise, et vous le savez, il faut accompagner les changements aussi en interne. Former les décideurs aussi ou les dirigeants à la prise de parole en situation de crise, faire des média trainings, par exemple, et puis avoir au sein de ces crisis folders l'intelligence aussi des crises des autres, et c'est chronophage, et qui va aller travailler sur la crise d'un autre. Et pourtant, ça donne de très bons résultats d'avoir, c'est ce qu'on appelle en droit la jurisprudence, c'est-à-dire qu'est-ce qui a fait sens à ce moment-là dans la communication, le plan de communication média qui a été réalisé par cette entreprise-là. Vous savez qu'on donne les bons points, les journalistes donnent les bons et les mauvais points. Même l'État, à un moment donné, peut dire il y a eu une crise de communication sur tel ou tel sujet. Je parlais de Lubrizol, par exemple, qui n'est pas dans l'alimentaire, mais qui a eu des conséquences sur la qualité alimentaire, et notamment sur les animaux, sur cet incendie à Rouen. C'est de se dire comment j'accompagne ma communication. Et quand je vous parlais de l'interne, c'est hyper important. On parlait de burn-out, on parlait d'impact aussi sur les collaborateurs. Dans le même temps, on peut avoir aussi des collaborateurs qui se servent des médias comme relais, qui vont transmettre des documents, qui vont expliquer que c'est bien beau ce que dit l'entreprise, mais nous, voilà des photos de ce qui se passe réellement dans les abattoirs, ou des ONG, ou des associations de défense. Donc, on sait le danger. Parfois, on dit dans le monde de la pénitentiaire qu'on est passé de murs de pierre à des murs de verre au sein des prisons. Mais c'est un peu pareil au sein des entreprises. Il y a pas mal de diffusion qui peut être vers l'externe. Donc, il faut accompagner tout cela de manière à pas être les seuls, et puis avoir des outils, préparer des communiqués de presse sur différentes thématiques. Ça fait partie des éléments que l'on peut avoir. Parce que je vous prie de croire qu'à 3 heures du matin, quand vous avez une crise qui émerge d'une manière assez forte, parce que relayée par les médias et ou les réseaux sociaux, je peux vous dire qu'il faut réagir et que les cellules de com, en règle générale dans vos entreprises, elles sont pas armées d'une manière pléthorique. Donc il faut avoir le maximum d'armes pour se défendre et accompagner sa communication. Parmi ces armes, ces outils à mettre en œuvre, quid de l'évolution des solutions digitales? Qu'est-ce qui a changé pour améliorer sa gestion de crise? Alors plein de choses. J'utilise l'IA, enfin au sein de l'agence on l'utilise. Ça évite de prendre des alternants, hein, tout simplement. Non, je plaisante. Mais ça aide, forcément, vous ouvrez des champs de réflexion qui d'un coup deviennent beaucoup plus larges et qui vous permettent d'appuyer vos décisions dans vos arbres de décisionnaires, par exemple. On peut très bien faire des process et les optimiser, les améliorer. J'ai vu dans l'un des pavillons justement sur la sûreté-sécurité qu'il y avait l'IA qui travaillait aussi sur la reconnaissance d'éléments étrangers, de corps étrangers, par exemple, dans l'alimentaire. Ça permet d'associer aussi les crises des autres et d'en tirer référence. La veille est hyper importante aussi. Donc, au sein de l'agence, on travaille avec un outil, Meltwater. Il y en a d'autres, mais qui vous permettent d'avoir des analyses très ciblées sur le traitement de l'information sur votre sujet, sur la marque, sur les réseaux sociaux. On incorpore même les commentaires sur LinkedIn et les parutions. Donc, il faut à l'évidence, prendre le pouls, avoir en permanence la capacité de savoir ce qui se passe à l'extérieur de votre caisse de résonance, de manière à pouvoir prendre des décisions. Il n'y a pas de baguette magique, je vous l'ai dit, hein, mais on le sait qu'une communication bien maîtrisée aura tendance à limiter l'impact de la situation. Bien sûr que au sein des chaînes de prod, on a envie que d'une chose, c'est qu'il n'y ait jamais rien qui sorte vers l'externe. Mais ce serait mentir que de dire que ce serait la vérité.
Pour conclure, Laurent, est-ce que dans le domaine qui nous occupe cet après-midi, la sécurité des aliments, on n'est pas dans un cas de figure où, au fond, il n'y a pas d'arbitrage à avoir, puisque potentiellement c'est la santé des consommateurs qui est mise en danger. Et n'y a-t-il pas une posture tout à fait spécifique à adopter ? Alors, bien sûr que le champ émotionnel, il y a un rapport que l'on connaît en journalisme qui est, il est difficile à expliquer, mais qui est, parce qu'il est impactant, c'est le rapport de mort-kilomètre. Et on sait qu'une crise qui a des bilans humains lourds et qui vous touche précisément, personnellement, vous allez consommer beaucoup plus l'information. C'est pour ça que les crises qui ont un bilan humain grave, avec des blessés graves, voire des décès, vous êtes sûr que ça va être pris en compte par le grand public et donc par les médias. Donc c'est intéressant aussi de savoir que dans sa gestion de crise, on doit être en capacité de pouvoir analyser que des journalistes vont se servir de l'événement pour alimenter l'ogre, comme on dit, mais l'ogre c'est vous, c'est moi, c'est le grand public. Et qu'on a dans nos cerveaux reptiliens la peur du danger, la peur de la maladie, la peur de la mort, donc on consomme cette information-là. Et des dirigeants qui me disent « vous inquiétez pas, ça sortira pas », moi j'ai la franchise et l'honnêteté de leur dire « ça va sortir, ça va être traité ». Il y a encore un aveuglement qu'on peut rencontrer dans certaines cellules de crise. Ça commence à bouger, il y a des choses qui bougent, mais quand même, et je ferai peut-être la conclusion dessus, c'est que parce qu'on accompagne beaucoup de COMEX, de CODIR et de cellules de crise, en crise et en amont pour les préparer, voire en post-crise pour les aider aussi au retour d'expérience, c'est que c'est le facteur humain. C'est le facteur humain, notamment en matière de communication et de décision, la prestance, la posture du dirigeant qui va là aussi donner le là dans la gestion de crise. Mais là, on n'a pas de certitude, donc on navigue à vue et c'est l'importance justement des agences ou des cabinets comme Nitidis ou d'autres, mais de vrais spécialistes, pas des généralistes qui viennent, comme en droit, vous apporter une plus-value dans la gestion de ces crises. Et je pars du principe que je suis, en ayant été pompier de Paris pendant 25 ans, optimiste, et je pense qu'on fait tous le bien et qu'on essaye de faire au mieux au sein des entreprises et de tout ce qui concourt autour de l'alimentation et de l'agroalimentaire, mais qu'on a des points de progrès chacun à faire dans sa partie. Merci Laurent, vous pouvez l'applaudir pour cette présentation. On a le temps pour un échange, un micro circule dans la salle, n'hésitez pas à vous signaler pour demander une précision, poser une question à l'un de nos intervenants. Y a-t-il des interrogations ? Alors s'il n'y en a pas, moi j'en avais une lorsqu'on a dressé le panorama des rappels produits et puis aussi des crises. Stéphanie Perrault, le sujet des Escherichia coli Shiga toxiques est apparu. C'est un pathogène qui effectivement est véritablement dangereux parce qu'il met en cause l'intégrité, la santé des enfants. En termes d'image, j'imagine, Laurent, qu'on est dans la situation la plus compliquée. Nathalie, ce sujet des Escherichia coli Shiga toxiques, c'est aussi une préoccupation, j'imagine, au niveau pénal, de votre côté ? Je suis ravie que vous me posiez cette question. Saisissez alors cette question. Alors oui, c'est un sujet, puisque oui, il y a des conséquences qui sont dramatiques quand on a de l'Escherichia coli, notamment steak, hautement pathogène, puisqu'il y a des victimes assez fréquemment. Donc là, on actionne tous les niveaux de responsabilité. Mais aussi, alors je profite de l'occasion que vous me servez quand même sur un plateau pour dire, et en lien aussi avec les rappels, finalement, il arrive en 3e position, Escherichia coli, sur les rappels. Moi, ça me paraît pas normal. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait, je perçois, au travers de toutes les affaires dans lesquelles je peux intervenir, je perçois qu'il y a une sous-déclaration, en fait, au niveau de l'Escherichia coli, et notamment au niveau du syndrome hémolytique aurémique. Oui. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est un syndrome qui va toucher préférentiellement une personne dans une famille. L'enfant, le plus petit, du fait de la dose infectante nécessaire qui sera plus faible. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, on va avoir une famille qui est touchée par un cas, puis une autre famille qui est touchée par un autre cas, et avant qu'on mette en lien ces cas, le problème c'est et qu'on considère que c'est une TIAC, et qu'il y ait du coup une remontée d'informations, il va se passer beaucoup de temps.
En moyenne, ça va être sur, moi, ce que j'ai pu voir au niveau statistique, 6-7 semaines avant qu'on identifie le produit et qu'on aille justement initier un rappel. Et c'est là qu'on a un communiqué de presse avec, voilà, on a identifié le produit, etc. Le problème, c'est qu'en fait, on a, au niveau de ce syndrome, une vraie nécessité de le reconnaître en tant que maladie à déclaration obligatoire dès le premier cas. Comme la listériose, c'est le cas pour la listériose. On a cette liste qui est dans le Code de la santé publique qui impose qu'on ait une déclaration obligatoire pour les TIAC, pour la listériose dès le premier cas. Alors que c'est 2 cas pour les autres pathogènes. C'est 2 cas pour les autres, et c'est ce qui fait qu'en fait le syndrome hémolytique et urémique, c'est-à-dire l'affection consécutive à Escherichia coli quand c'est très grave, en fait on n'a pas toutes les remontées d'informations. Et moi j'ai beaucoup de victimes que je côtoie de ce syndrome qui n'ont jamais su quel était l'aliment qui a causé leurs symptômes. Et ça, c'est dramatique. Ouais, effectivement. Donc, il y a vraiment, en fait, au niveau de l'Escherichia coli... Dans le processus, en tout cas, voilà, de remonter des informations sanitaires, il y a une évolution qui serait bienvenue. Une réaction, Laurent? Oui, c'est de se dire que la réglementation bouge, elle évolue, européenne, française. Alors c'est peut-être la question que j'allais te poser, de se dire, on représente, si j'ai bien compris, presque un tiers des déclarations, voire plus, des rappels de l'Europe? Ou les fraudes? C'est les fraudes qui représentent un tiers des notifications mensuelles sur la plateforme RAS. Mais c'est parce nous sommes des bons élèves ou alors les autres ne le sont pas? C'est indépendant du pays notifiant. D'accord. Et et c'est là que c'est un petit peu troublant comme exercice. Les rappels sur Rappel Conso ne sont pas forcément tous repris au niveau du RAS. Donc, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on a, merci pour cette précision, on a beaucoup encore d'efforts à faire et que le grand public, il se moque de savoir à la limite quelle bactérie c'est. Pour lui, c'est le danger. Ça représente quoi? Et on rejoint un petit peu le marketing, c'est-à-dire que vous devez répondre à la douleur du client. Et c'est un petit peu la même chose en matière de communication. On se rend compte que si le bilan humain est lourd, on va aller gratter un petit peu la raison, mais c'est surtout l'entreprise qui est ciblée, le bilan, et que l'on met en perspective ces 2 données et qui vont donner cet impact justement médiatique. Merci Laurent, Nathalie et Stéphanie. On peut les applaudir pour leur intervention.